Une nouvelle fois, la chaleur fait la une de l'actualité. La chaleur et la pollution à l'ozone. Une vingtaine de villes sont touchées alors qu'on ne sait plus trop comment réussir à se rafraîchir. L'Union cycliste internationale s'entretient avec les coureurs à Lausanne. Comment lutter contre le dopage? Dans ce journal, les premières réponses de Daniel Ball, le président de la Fédération française, en direct de Lausanne. Les portables sont victimes de leur succès. Les prévisions les plus optimistes des opérateurs ont en effet été dépassées et les réseaux pour l'instant sont saturés. La Corse se porte bien, tout du moins sur le plan touristique. La saison n'a jamais été aussi belle. Nos envoyés spéciaux en Corse nous emmèneront sur les plages du désert des Adriates. Et puis nous irons à Saint-Céré pour le festival d'art lyrique avec cette année pour thème le libertinage et une création, les noces de Figaro. Madame, Monsieur, bonsoir. Décidément, les jours se suivent et se ressemblent. L'anticyclone a pris ses aises sur la France. Il n'a pas l'air de vouloir partir, mais ce qui n'est pas tout à fait désagréable puisque nous sommes en été. En revanche, les Météo France nous annoncent que des records ont à nouveau été battus. Record à Metz, qui avec plus de 39 degrés, ce qui ne s'était pas vu depuis 1946. Strasbourg, Besançon affiche également des pointes de chaleur. À Besançon, c'était le 11 août le plus chaud depuis 1919. Lyon, enfin, n'est pas en reste avec un bon 37 à l'extérieur. En dehors de la ville, en revanche, plus de 40 degrés dans la ville, d'après les estimations de Benoît Gadret et de Olivier Jacquelin. Toute la journée, le soleil a inondé l'agglomération lyonnaise. Une chaleur éprouvante. On a frôlé les 40 degrés dans le centre de Lyon. Du coup, à l'image de la place Bellecour, les rues de la ville étaient quasiment désertes cet après-midi. On vient de la campagne là, alors on a encore d'un nouveau monde, l'air de la campagne, hein. Mais c'est étouffant, vraiment étouffant. Quand il fait trop beau, on se plaint, quand il fait froid, on se plaint tout le temps, on n'est jamais content. Record de chaleur, record de pollution à l'ozone pour l'année 98 avec un niveau d'alerte atteint très tôt dans la matinée. C'est le 4e jour consécutif de pollution à Lyon. Fort heureusement, beaucoup de Lyonnais sont en vacances, la circulation est donc restreinte. L'anticyclone est toujours très présent sur notre région, donc avec un ensoleillement massif, une chaleur très forte et surtout aujourd'hui une absence totale de vent, ce qui fait que le polluant ne peut pas se disperser ou se disperse mal. Les gaz d'échappement ayant un effet sur le niveau d'ozone, la police a renforcé depuis quelques jours ses contrôles anti-pollution. Égard à ceux qui dépassent la norme. Si les gens sont en infraction, on les verbalise par intermédiaire à 450 francs. Et bien sûr, faire le contrôle dans les plus brefs délais. Aux urgences pédiatrie de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, on reçoit régulièrement des enfants déshydratés. Même si les vacances aidant, le service est loin d'être débordé. Malgré les conseils, des parents se font encore piéger. Les familles n'ont pas toujours conscience de la rapidité à laquelle ça peut arriver. Les pertes en eau sont vraiment très importantes. Et si en plus l'enfant avait une petite pathologie, un peu de diarrhée ou une infection respiratoire, un peu de fièvre, la chaleur majore beaucoup ces troubles. Pour les jours à venir, la tendance est à l'orage, si l'on en croit Météo France. En attendant la pluie, certains se contentent des eaux de la fontaine Bartholdi sur la place des Terreaux à Lyon. Manifestement, la canicule fait aussi des heureux. Et demain, Météo France nous annonce beaucoup de chaleur, mais avec une nette tendance à l'orage, d'abord sur les reliefs, puis sur la plaine en fin de journée. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de cette vague de chaleur sur l'agriculture, avec un exemple dans la région de Montpellier. Là, pour l'instant, les viticulteurs sont très contents, le raisin mûrit plus vite. En revanche, les producteurs de pommes n'ont pas tout à fait le même discours. France Arvois et Cyril Paquier. La récolte de la reine des rainettes débute d'habitude fin juillet. Vers le 10 août, d'habitude, 30 à 40% des fruits sont mûrs. Mais cette année, seul 10% de la récolte est arrivée à maturité, car la pomme a besoin d'eau, trop de soleil et de chaleur, et la rainette se bloque. Bien, disons que la pomme devrait être de cette couleur et de cette grosseur, alors qu'en réalité, où il y a la différence qu'il y a, c'est des pommes qui sont complètement bloquées, qui ne grossissent pas, qui ne mûrissent pas. Un demi-millimètre de croissance par jour au lieu de 1 millimètre habituellement. Difficile donc d'atteindre le calibre minimum exigé pour la vente, 6 cm en été. Les premières rainettes commencent à arriver sur les marchés, mais sont plus rares.
Les fruits risquent de se vendre peut-être un petit peu plus cher, mais ce qui risque d'arriver, comme on a un décalage, un retard de 15 jours, après les productions vont se superposer, notamment avec le sud-ouest qui ramasse beaucoup plus tard que nous. On risque d'avoir les deux récoltes en même temps, ce qui équivaudrait à un effondrement des prix. Pour la vigne, au contraire, le soleil d'été est une bénédiction. Sous son action, l'eau accumulée dans les grains au printemps se transforme en sucre. Plus il fait chaud et sec, plus le vin sera fort en alcool. On traite beaucoup moins, les maladies comme le mildiou sont complètement anéanties, puisqu'il fait trop chaud et sec. Et ça, c'est le côté bénéfique de la chose. Et puis il y a aussi une avance sur la maturité qui permet de ramasser les raisins avant l'équinoxe, c'est-à-dire qu'ici les vendanges battront leur plein au mois de septembre, et au mois d'octobre, elles seront terminées. Ça, c'est un avantage indéniable. Mais cela est dû à la grosse chaleur de l'été. 35 degrés le jour, 17 degrés la nuit. La fraîcheur nocturne fournit aussi aux raisins juste ce qu'il faut d'humidité. Et comme hier, cette canicule s'accompagne d'une pollution à l'ozone. Aujourd'hui, une vingtaine de villes ont dépassé le fameux niveau 2 de la procédure d'alerte. Les plus touchées ont été Bordeaux, Lyon, Paris. Figurent également des villes beaucoup moins importantes comme Forbach ou encore Florange et Moyeuvre en Lorraine. En revanche, ça s'arrange pour Épinal et pour Nice. Cette pollution à l'ozone est bien sûr le résultat des effets conjugués du soleil et de la circulation automobile. Se pose alors la question de savoir comment la faire diminuer durablement. On a beaucoup parlé de l'énergie électrique ou du gaz, mais un autre carburant paraît très efficace, c'est l'aquazole, autrement dit une sorte de gazole allongé à l'eau, qui est expérimenté en ce moment sur certaines flottes captives de transport en commun, notamment à Chambéry. Les explications de Juliette Beau et de Benoît Thévenet. Prenez un flacon contenant 4/5 de gazole, ajoutez 1/5 d'eau, quelques gouttes d'additif, remuez et vous obtenez ce liquide d'apparence laiteuse, l'aquazole. Selon la compagnie pétrolière Elf, à l'initiative de ce carburant, l'aquazole est 2 fois moins polluant que le diesel. Dans la région Rhône-Alpes, le liquide alimente depuis plus de 3 ans quelques bus de Villefranche-sur-Saône, Chambéry, Aix-les-Bains ou encore Lyon. L'expérience est concluante. Aussi, en ces temps de pic de pollution, cette émulsion intéresse les compagnies de transport d'autres agglomérations et pour cause. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de modification technologique à apporter au niveau du moteur. C'est un des intérêts majeurs. À Paris, la RATP s'intéresse elle aussi à ce carburant. Grâce à ce bus laboratoire, la régie le confirme. Ses propres tests démontrent que l'aquazole permet de réduire de moitié les rejets d'oxyde d'azote. Dès septembre, une première ligne sera assurée par des véhicules à l'aquazole. 180 autres bus suivront si l'expérience est concluante. Reste la question financière. L'aquazole, c'est pour l'instant un surcoût de 65 centimes au litre par rapport au diesel. Ce que l'on espère aujourd'hui pour l'aquazole, c'est ne pas payer la taxe sur les carburants pour la part d'eau qui est contenue dans l'aquazole. Car ça me paraît tout à fait artificiel, compte tenu que ce n'est pas la vapeur d'eau qui pollue. Des solutions fiscales sont à l'étude pour que, à terme, le tarif aquazole soit aligné sur celui du gazole. Une autre initiative de transport en commun, celle-là tient plutôt du clin d'œil. À Toulouse, une jeune femme a eu une idée originale, mettre au goût du jour les pousse-pousse asiatiques. Christophe Larocca et Olivier Combe. Non, vous n'êtes pas à Saïgon dans les années 50. Toulouse, mois d'août accablant, taux d'ozone inquiétant. Cette jeune Aveyronnaise vient de réinventer le transport en commun le moins polluant de la planète. Un VTT, une carriole aménagée, pour elle, un véritable outil de déplacement dans une ville moderne. Ça nécessite une éducation ou une information, et puis pas mal de moyens certainement. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures cyclables, on commence à bien s'y mettre à Toulouse, on commence à avoir des choses opérationnelles, mais on est en retard, il y a du travail. Pour l'instant, le cyclope, c'est le nom de ce pousse-pousse New Look, est réservé aux touristes. Mais dès la rentrée, Nathalie envisage de se convertir en mini-taxi, voire en coursier écolo. 3 pédaleurs ont été engagés à 40 francs net de l'heure, par 37 degrés à l'ombre. Le progrès écologique ne rime pas forcément avec progrès social. C'est pas trop dur de pédaler par cette chaleur? Merci, la preuve, hein. Merci, ouais. Alors comment vous faites pour résister? Eh ben, on mange régulièrement, on fait des pauses, on mange régulièrement, on boit beaucoup pour pas se déshydrater. J'ai demandé au départ s'ils voulaient vraiment partir parce qu'avec cette chaleur, c'est vrai que bon, mais ils ont dit qu'ils ont l'habitude et que donc on a fait le tour. Les pauses permettent d'ailleurs de mieux apprécier le paysage. Bref, pour le touriste écolo, un délicieux exotisme à bon marché.
Et ceci n'a rien à voir avec cela. Nous allons parler maintenant de la lutte contre le dopage. Les grandes instances du cyclisme mondial se réunissaient à nouveau aujourd'hui à Lausanne. Il s'agissait cette fois de rassembler quelques coureurs pour débattre avec eux de l'attitude à adopter. Pour l'instant, pas de mesures concrètes. Christelle Bertrand et Jacques Gérard ont suivi toute cette réunion. La porte est restée fermée pendant 4 heures. Alors au moindre bruit, tout le monde se précipite. Aujourd'hui, on attend des cyclistes, mais sans leur vélo. Ce matin, pour la première fois, coureurs et instances internationales mettaient tout sur la table. Miguel Indurain, Laurent Jalabert, Pascal Richard et tous les autres se sont mis à discuter tout de suite. L'ambiance est un peu tendue, mais le sujet est grave. La réunion est à huis clos et quand elle revient à l'air libre, les coureurs sont satisfaits. On a envie qu'on nous traite différemment, qu'on ne nous voit pas comme ça a été le cas sur ce tour, quoi. Je crois qu'il faut que ça change de toute façon. On a tous la même volonté de changer le système pour arriver une fois pour toutes à ce qu'on dise, ouais, les cyclistes c'est des gens sains, quoi. Ça va aboutir à, je crois, des choses très très positives dans le bon sens. En ce qui concerne le carnet de santé, les tests sanguins qui vont être un petit peu plus poussés. Et puis aussi au niveau du calendrier des courses. C'est une bonne étape dans la lutte contre le dopage. C'est une nouvelle forme de bonne volonté de notre part qui va encore s'instaurer. Je crois que ça n'a pas été voté. Je crois que ce serait important que tous les coureurs, parce qu'on n'était quand même que 7 ou 8, donc on ne peut pas représenter l'ensemble du peloton, surtout que tout le monde n'a pas été consulté. L'amnistie de ceux qui ont avoué s'être dopés n'a pas été évoquée. La santé des coureurs a été au centre des débats. Maintenant, tout le monde a le même but pour faire avancer les contrôles plus vite que le dopage. Pour qu'à l'avenir, au bord des routes, le public continue de s'enflammer. Alors avec nous en direct de Lausanne, Daniel Ball. Bonsoir Daniel Ball, vous êtes le vice-président de l'Union cycliste, je le rappelle, et puis vous êtes président de la Fédération française de cyclisme. Alors on vient d'entendre pas mal de coureurs. Votre sentiment sur leur attitude aujourd'hui, ils ont vraiment envie que les choses changent ? Oui, j'en ai vraiment le sentiment. Ils ont participé de manière très constructive, très positive à cette réunion. Ils ont la même volonté que les instances dirigeantes de faire avancer le dossier, de telle sorte à ce que le cyclisme retrouve une image d'un sport parfaitement sain et propre, débarrassé du dopage et dans lequel les conditions de travail également des athlètes seront meilleures, car je crois que les deux choses sont étroitement liées. Alors tout le monde était là aujourd'hui, on a dit que les équipes italiennes n'avaient pas très envie de venir. Oui, effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'Italiens, mais il y avait Maurizio Fondriest qui a apporté beaucoup d'éléments très intéressants dans la discussion. L'absence de l'association italienne des coureurs n'est pas un problème en soi, dans le sens où nous voulions précisément rencontrer des coureurs en activité ou l'ayant été encore récemment, alors que l'association est également composée de pas mal d'anciens coureurs. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Je crois qu'on a bien avancé aujourd'hui et c'est ce qu'il faudra retenir, je crois. Mais on voit encore aujourd'hui que les Espagnols, notamment avec l'équipe Once, menacent de boycotter les courses françaises s'ils n'ont pas de garantie. En tout cas, ils exigent des garanties avant de s'inscrire, notamment au Tour de France. Vous trouvez ça constructif comme attitude ? Je crois qu'il ne faut pas mélanger un responsable d'une équipe avec l'ensemble des coureurs. Nous avions là autour de la table deux coureurs de l'équipe Once, Laurent Jalabert et Broinel, qui ont participé pleinement à la discussion. Je crois que là aussi le temps permettra d'arranger les choses. Le patron de l'équipe Once en veut un petit peu beaucoup à beaucoup de monde, mais je pense que le temps passant, ça s'arrangera en tout état de cause. Il faut que nos problèmes, nous les réglions. Les coureurs ont montré qu'ils ont une vraie volonté de le régler, comme la semaine dernière les directeurs sportifs et les organisateurs. Donc il n'y a pas de raison d'être pessimiste sur le sujet. D'autant plus que cette volonté va nous permettre de proposer des choses intéressantes dans les jours qui viennent, autour du contrôle santé, mais également d'une manière générale sur les conditions de travail et les modalités de pratique de ce sport très difficile qu'est le cyclisme. Merci à vous, en tout cas Daniel Ball, et puis on suivra bien sûr tout ça avec beaucoup d'attention. Parmi les grands absents de cette réunion de Lausanne, il y a eu bien sûr Richard Virin, qui exclut avec son équipe du Tour de France, mais qui poursuit sa ronde lucrative des critériums d'après-tour. Aujourd'hui, il était à Castillon-la-Bataille en Gironde, toujours très applaudi. David Bazier et Frédéric Grinchec. C'est ce qui s'appelle une popularité inébranlable. 30 minutes de séance d'autographe pour un public inconditionnel malgré l'affaire Festina. Faut pas s'en prendre aux coureurs, en fait, peut-être qu'ils savent pas qu'ils sont dopés. Alors je trouve ça un peu gros. À tout niveau, dans le professionnalisme, ils doivent en prendre un petit peu. Bon, mais ça doit être à faible dose, mais je pense que tout le monde en prend. Alors si on ne soutient pas le vélo, l'année prochaine, il n'y aura plus de vélo. Tout un symbole, les Festina se placent en tête avant le départ. Plusieurs coureurs de cette équipe ont reconnu s'être dopés.
Virenque, lui, ne veut plus parler de dopage, même si à Lausanne, des coureurs représentent le peloton. C'est pas les coureurs qui vont décider quoi que ce soit, c'est plus, pas les médias, mais les instances UCI, CIO et les ministres. Donc, La star française du cyclisme continue sa course devant un public qui, de toute façon, lui pardonnerait, même si un beau jour, il reconnaissait avoir absorbé des substances interdites. Même moi, je suis responsable alors. Parce que quand je le vois sur le tour qui fait un exploit, d'accord, moi je suis contente. Mais le lendemain, il reprend un col et tout, on lui demande un autre exploit. Et moi je pense pas que c'est un surhomme, Richard Virenque, je regrette. Aujourd'hui, tous étaient venus regarder ce qu'ils n'ont pas pu voir au Tour de France. Richard Virenque en tête dans une montée. Et dans l'enquête sur le dopage sur le Tour de France, on a appris que les membres de l'équipe TVM encore incarcérés avaient été remis en liberté. Par ailleurs, il se confirme que les produits saisis dans l'hôtel de cette équipe TVM étaient bien des produits dopants. Sur le Tour, 5 équipes avaient fait appel à des médecins belges. Dès lors, on se demande si la Belgique n'est pas une sorte de plaque tournante dans ce trafic de produits dopants. Surtout quand on écoute les révélations de ce pharmacologue rencontré par Marianne Mas et Dominique Mas. Il faisait partie de la commission antidopage, une commission qui en Belgique n'existe plus depuis 1 an et demi. Une pharmacie dans la banlieue de Gand, c'est là qu'on a retrouvé la trace d'importantes commandes de PO passées par le docteur Reichardt. Le médecin des Festina faisait partie de la commission antidopage flamande, tout comme Paul Nys, pharmacologue. Selon lui, le PO est d'abord apparu en Belgique dans les années 80. Les médecins sportifs ont donc essayé les PO sur des jeunes coureurs cyclistes dont entre 10 et 15 sont morts. On ne maîtrisait pas encore la chose, mais on voulait être les premiers. Le docteur Nys prétend qu'aujourd'hui, toutes les vedettes du cyclisme sont dopées. Il met en cause la responsabilité des médecins. D'après lui, ce n'est pas un hasard si les médecins belges sont de plus en plus présents dans les équipes. Je sais qu'il y a des gens dans le milieu, des soigneurs, ou même des docteurs, des médecins, ou même des coureurs, comme on a vu dans le Tour de France, qui sont connus comme des dealers. Et moi, je prétends que ce sont les mêmes gens qui trafiquent aussi les hormones pour le bétail, que c'est le même mafia. Parce qu'il y a tellement d'argent à gagner. La Flandre, plaque tournante d'un trafic, c'est ce que cherchait à savoir la commission antidopage flamande. Depuis janvier 1997, cette commission ne siège plus, mais le fruit de ses recherches est consigné dans un important dossier qui met en cause des coureurs et des médecins. Est-ce qu'il y en a certains qui sont déjà l'objet de procédures en France ou Oui, M. Reichardt, mais il y en a encore d'autres. En parlant, le docteur Nys sait qu'il s'expose, mais dit-il, le monde du cyclisme ne peut plus se boucher les yeux. C'est pour la santé des coureurs que je ne mettais pas. En Angleterre, les Britanniques sont de plus en plus suspicieux sur ce que l'on met dans leurs assiettes. Depuis quelques jours, ils ont des nouvelles inquiétantes sur la qualité de leur lait. Et puis aujourd'hui, un chercheur écossais affirme avoir démontré à coup d'expérience que l'absorption de produits transgéniques pouvait avoir des conséquences sur la santé. Tout est parti d'une histoire de pommes de terre. Valérie Fourniou. Elle est belle et transgénique, ronde à souhait et résistante aux parasites, mais dangereuse pour la santé. Ces 5 rats d'un laboratoire écossais en ont fait les frais. Alimentés pendant 110 jours avec ces pommes de terre, leur croissance est ralentie et leur système immunitaire affaibli. Les effets sur le système immunitaire ne sont pas facilement prévisibles. Et je défie quiconque de prédire quels seront ces effets. Selon lui, tous les aliments génétiquement modifiés peuvent présenter un danger pour l'homme. Une prise de position, un avertissement qui relance en Grande-Bretagne le débat sur le soja transgénique. Même si le grand producteur américain se défend de vendre aux Anglais un produit dangereux pour la santé. Les consommateurs n'ont rien à craindre de cette étude. Cela ne concerne pas les produits qui sont sur le marché aujourd'hui. Les produits ont été testés pour ces risques. Mais les Britanniques, échaudés par la crise de la vache folle et des alertes alimentaires à répétition, ont l'impression de servir de cobayes. Ils sont inquiets, d'autant plus que les scientifiques ne s'intéressent qu'aux risques connus. Les autorités et les industriels ont choisi l'approche scientifique du risque.
Mais plusieurs groupes d'opposition et même beaucoup de consommateurs qui inquiètent la biotechnologie s'inquiètent des dangers de risques inconnus. En plus des aliments transgéniques, une autre menace plane au-dessus des assiettes anglaises. Le lait pasteurisé pourrait être contaminé par une bactérie responsable de la maladie de Crohn chez l'homme. Et notre spécialiste Jean-Daniel Cezaquier me fait préciser que cette étude n'a pas encore fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique autorisée. Les portables sont victimes de leur succès depuis le début de l'été. La demande a augmenté dans des proportions considérables. 15% de la population française est déjà équipée de téléphones portables, alors que les opérateurs ne tablaient que sur un taux de 17% d'équipement à la fin de l'année. Conséquence, les réseaux sont parfois saturés. Les explications d'Elisabeth Esley et de Patrick Voix. On ne peut plus s'en passer. Déjà l'été dernier, les portables avaient commencé à s'exhiber sur les plages. Cette année, c'est un véritable raz-de-marée. Sur les seuls mois de juin et juillet, il s'est vendu près d'1 million d'appareils, plus qu'en décembre, qui avait pourtant battu tous les records. Comme personne ne s'y attendait, ça coince. Cet afflux sur les réseaux, ont provoqué en milieu urbain des saturations. Donc certains clients, lorsqu'ils veulent passer des appels, l'appel se perd dans les systèmes. Et aussi lorsque des nouveaux clients se posent des questions sur leur service, comment fonctionnent les messageries, quand ils veulent appeler les plateformes de service des opérateurs, parfois il y a un petit peu d'attente. En un an, le nombre de portables a doublé. Les tarifs ont baissé et les coffrets à prix attractifs ont attiré les jeunes. Et selon les spécialistes, en 2002, la moitié des Français posséderont un appareil mobile. Pour faire face, les trois opérateurs, Itineris, SFR et Bouygues Télécom, investissent à tour de bras. Mais installer des antennes supplémentaires demande du temps et surtout, il faut trouver de nouvelles fréquences. Le portable est en train de bouleverser le paysage téléphonique. Il va même faire des victimes, les bonnes vieilles cabines, puisque les moins rentables sont appelés à disparaître. Et pour les usagers du téléphone, l'abonnement devrait augmenter ainsi que certains services comme celui des renseignements. C'est ce qu'annonce le syndicat Sud sur la base d'une note interne de France Télécom. Pour l'instant, aucun détail sur la date de cette augmentation ni sur son montant. Les prix à la consommation enregistrent une baisse en juillet, moins 0,4% selon l'indice publié par l'INSEE. Sur un an, la hausse des prix en France est de 0,8%. La bourse, elle, n'en finit pas de chuter. À Paris, elle a connu une nouvelle séance noire avec une baisse de 2,37%. C'est le cas d'ailleurs de toutes les places européennes depuis une semaine. Londres, Zurich ou Francfort qui sont toutes à la baisse dans le sillage de Wall Street aux États-Unis. New York perdait 2,5% à l'ouverture ce matin. Pour l'instant, on ne peut pas encore parler de krach, mais de corrections liées aux mauvaises nouvelles qui nous viennent de l'Asie, c'est ce que disent les spécialistes. Il faut préciser quand même que la bourse avait atteint des sommets jusqu'au 20 juillet et qu'elle a quand même gagné plus de 28% depuis le début de l'année. Toujours dans le chapitre économique, cette fusion entre les groupes pétroliers britanniques et américains, British Petroleum et Amoco, qui deviennent le numéro 3 mondial. Une fusion qui se fait en supprimant 6 000 emplois. Au Kenya maintenant, le bilan s'est encore alourdi avec plus de 220 morts. Les sauveteurs n'ont guère d'espoir, si ce n'est celui de retrouver éventuellement une femme toujours coincée sous les ruines et qui pourrait être encore en vie. L'heure est maintenant à l'enquête. Une quinzaine de suspects ont été arrêtés en Tanzanie. À Nairobi, au Kenya, Anne Ponsiné et Didier Daron. Ne pas entrer, scène de crime. Ce ruban jaune ceinture désormais tout le quartier de l'ambassade des États-Unis de Nairobi. Les Américains ont transformé les alentours de leur chancellerie en laboratoire de police scientifique à ciel ouvert. C'est un véritable campement qui s'est installé avec des zones précises. Ici les voitures, ailleurs les gravats. Madeleine Albright, secrétaire d'État américain, a offert une récompense de 2 millions de dollars à qui permettrait par un renseignement de faire avancer l'enquête. À Dar es Salaam, même activité autour des lieux de l'attentat. Mais en outre, la police s'explique au sujet des arrestations effectuées à la frontière tanzanienne et annoncées hier. Il s'agit de 14 personnes, dont 6 Irakiens, 6 Soudanais et un Somalien. Des arrestations qui ne semblent toutefois pas étayées par des charges précises. Ces hommes, a expliqué un policier au cours d'une conférence de presse, ont été arrêtés parce que leur aspect était louche et qu'ils ne pouvaient justifier ni de leur identité ni de leur présence. Pendant ce temps, à quelques mètres de l'ambassade américaine, les recherches continuent dans les décombres de l'immeuble Ufundi. Sous les yeux de cette femme, qui a attendu et espéré de voir sortir son frère pendant des heures cet après-midi. Hier, la télévision kenyane a diffusé un reportage mettant plus ou moins en cause les Américains qui ne seraient venus ici que pour leurs victimes et leur enquête. Comme si les Kenyans
était un peu choqué de voir l'énormité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs américains alors qu'il y a encore l'urgence des vies à sauver peut-être. Bref, la concomitance de l'enquête et des secours crée une sorte de malaise à Nairobi. La situation en Afghanistan, les talibans ont engagé une vaste offensive contre les troupes du commandant Massoud dans le nord-est du pays. Ils ont pris la ville de Talogan, une importante base arrière de Massoud. La Russie ce soir s'inquiète de ces combats en considérant qu'ils menacent les frontières des pays de la CEI. Le fait est suffisamment rare pour être souligné. La télévision d'État algérienne a montré ce matin les cadavres de 25 islamistes tués par les forces de sécurité dans la région de Tlemcen. Selon les autorités, ce groupe aurait massacré une douzaine de personnes le 25 juillet dernier. C'est la stupeur aux États-Unis. 2 enfants de 7 et 8 ans sont accusés d'avoir agressé sexuellement puis tué une fillette de 11 ans. À Washington, Maryse Burgou. C'est un fait divers tellement inimaginable que les habitants d'Englewood, en banlieue de Chicago, refusent encore d'y croire. Des enfants de 7 et 8 ans, je ne peux pas imaginer ça. Mes enfants n'auraient jamais pu avoir ne serait-ce même que l'idée de faire quelque chose comme ça. 2 garçons de 7 et 8 ans ont donc avoué avoir tué derrière cette maison une jeune fille de 11 ans. Au départ, les 3 enfants se promènent ensemble à vélo. Puis, selon les aveux, l'un des 2 garçons lance une pierre sur la jeune fille. Le but est au départ de lui voler son vélo. Mais lorsque Ryan est à terre, elle est asphyxiée avec des vêtements, des feuilles et des branches. Elle est ensuite traînée et violée à l'aide d'un objet indéterminé. Selon la police de Chicago, il ne fait aucun doute que les 2 garçons de 7 et 8 ans sont bien les auteurs du crime. Lors de leurs aveux, ils ont donné des indications qui ne pouvaient être connues que des enquêteurs ou, bien sûr, des auteurs du crime. Que vont maintenant devenir ces 2 très jeunes criminels? Finiront-ils leur vie d'enfant dans une prison? C'est bien possible, car la tendance aujourd'hui aux États-Unis est de faire juger les enfants comme les adolescents par des tribunaux ordinaires. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à purger leur peine dans des prisons pour adultes. Une méthode très répressive qui, selon certains experts, aurait porté ses fruits. La délinquance juvénile a baissé de 3% depuis 1995 aux États-Unis. D'autres observateurs soulignent que ces enfants, incarcérés avec des adultes, auront tendance à récidiver beaucoup plus vite. Les inondations en Chine, la crue du Yangtze n'est toujours pas maîtrisée. Près de 250 millions de personnes en sont affectées plus ou moins directement. Et la pluie, elle, n'en finit pas de tomber. Hervé Guéquière. La Chine centrale est sous les eaux. 21 millions d'hectares immergés, soit presque la moitié de la surface de la France. Et dans les jours à venir, aucun répit n'est à attendre. Des pluies abondantes se sont remises à tomber sur le bassin supérieur du fleuve Yangtze-Kiang. Les habitants des zones inondées sont désemparés. Il n'y a rien à faire. Toutes les maisons sont détruites. 240 millions de Chinois sont déjà directement ou indirectement touchés par les inondations et on prévoit un 5e pic de crue dans les jours à venir. Ils sont donc nombreux à chercher refuge sur les digues, des digues qui chaque jour sont renforcées à grand-peine. Le 5e pic d'inondation est en route. L'eau est déjà très haute, alors il faut bien qu'on protège la région de Wuhan. Face au désastre, le pouvoir chinois entend contrôler de manière très ferme l'information. Les zones les plus gravement touchées sont quadrillées par l'armée. Le bilan officiel fait état de 2000 victimes depuis le début des inondations, un bilan invérifiable, mais apparemment sous-estimé vu l'ampleur de la catastrophe naturelle. Le sport maintenant et la sélection de l'équipe de France de football pour le match amical Autriche-France le 19 août à Vienne. Roger Lemaire, le successeur d'Aimé Jacquet, s'est appuyé bien sûr sur l'ossature des champions de l'équipe du monde, mais il en profite aussi pour faire appel à quelques nouveaux et notamment aux Lensois, les champions de France qui étaient jusqu'ici absents. Alexandre Cara et Pascal Caron. Ambiance studieuse à la Fédération française de football. C'est aujourd'hui l'examen de passage de Roger Lemaire. Le successeur d'Aimé Jacquet est venu donner les noms des 18 joueurs qui seront du voyage autrichien. Et quand le nouveau patron des Bleus parle collectif, il y a comme un air de déjà entendu. Ces gens-là qui ont fait
la France championne du monde, je parle du groupe, ils ont vraiment institué un mode de fonctionnement tout à fait particulier, mais que prônent tous les éducateurs, à savoir qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour le printemps du nouveau sélectionneur, pas de révolution, mais quelques évolutions. À noter le retour du défenseur du PSG Alain Goma, mais aussi du Bordelais Lilian Lasland et de Florian Maurice, ancien du PSG, nouvelle recrue de l'OM. Mais surtout l'arrivée de deux Lensois, Vérel et Dehu. Lens, le champion de France, qui ne comptait aucun joueur parmi les 22 retenus pour la Coupe du Monde. Je ne répare rien du tout. Par contre, je dis à Vérel et je dis à Dehu, vous ne le devez que parce que vous êtes des joueurs talentueux. Mais encore faut-il le prouver. Ils en auront l'occasion face à l'Autriche pour le premier match de l'après-Coupe du Monde. Un match qui doit préparer l'entrée en lice des Français dans les éliminatoires de l'Euro 2000. Une compétition dont les Bleus sont d'ores et déjà favoris. Roger Lemaire a 2 ans devant lui pour prouver que plus que l'ancien adjoint d'Aimé Jacquet, il est son digne héritier. En cyclisme, c'est parti pour la grande boucle féminine. C'est une Lituanienne, dont je renonce à prononcer le nom, qui a remporté la première étape aujourd'hui entre Montluçon et Superbest dans le Puy-de-Dôme. Elle s'est imposée au sprint devant 2 Italiennes. Quant à Gianni Longo, qui est toujours de ce Tour de France féminin, eh bien, elle est arrivée dans le peloton. Voilà l'arrivée de la fameuse Lituanienne et des 2 Italiennes qui l'accompagnaient dans ce sprint final. La saison touristique en Corse, le bilan l'an dernier avait déjà été très bon, mais cette année, les chiffres sont encore à la hausse de 15%. Le retour à l'état de droit n'y est sans doute pas pour rien. Agnès Varamian et Alain Locaccio se sont rendus en bateau de Saint-Florent aux plages du désert des Agriates. Non, mais maintenant, non, j'ai terminé, je suis complet. C'est fini pour la matinée. C'est le dernier voyage. Le bateau Le Saleccia est une affaire de famille. Émilie est à la caisse, Toussaint à l'embarquement. Depuis 5 ans que les Campana emmènent les touristes à la plage, ces 2 dernières saisons ont été plus que rentables. C'est Jean, le père, ici à la manœuvre, qui a fait grandir l'affaire. L'idée, offrir une traversée jusqu'au site protégé du désert des Agriates, inaccessible en voiture. Depuis juillet, 450 personnes font la navette tous les jours, inespérée après la mort du préfet en Corse. Je suis étonné, je pensais que qu'on allait faire la saison, mais sans plus, comme il y a eu tous ces événements, je me suis dit, bon, on verra. On laisse faire les choses, et bien les choses sont bonnes. 2 millions de personnes sont attendues cette année sur l'île. Cette famille, originaire de Lyon, vient pour la première fois. Ce sont les nouveaux touristes de la Corse. On va se mettre là. Une location, nous, on en a pour 5000 francs pour 15 jours. Sur la côte, bon, un studio pour être bien avec un enfant de bas âge, etc. Il y en a au moins pour 6000 francs. Quoi. Alors, reste le prix de la traversée depuis le continent. Les voisins de notre famille sont allés chercher moins cher leur ferry en Italie. Vous avez un aller-retour pour moins de 800 francs. Donc les gens préfèrent faire des kilomètres plutôt que dépenser de l'argent sur la traversée. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le self est ouvert. Le self-service, ou la cafétéria des Campana. Pour satisfaire plus de continentaux et d'Italiens remis de la dévaluation de la lire, c'est la nouvelle activité du Saleccia. Ça évite d'emporter les glacières, on s'en va les mains dans les poches, c'est parfait. Et c'est le commandant de bord qui fait la vaisselle. On est loin encore du tourisme de masse, mais il fait vivre. Et de toute façon, la côte corse est ici inconstructible. Pour ses affaires, M. Campana, lui, garde jalousement son monopole des transports. C'est une façon originale de découvrir la montagne. Au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, il est possible de se rendre dans les alpages pour partager quelques instants de la vie de ceux qui passent leur été au milieu de leur troupeau à 2000 mètres d'altitude. Virginie Fichet et Thierry Simonet. Autour du petit chalet centenaire, la montagne est encore bien paisible. Seules les vaches de Chantal Juglaré font tinter leurs cloches. Mais plusieurs après-midi par mois, changement de troupeau. Allez, on descend. On va voir Chantal. Montés spécialement de la vallée, les vacanciers sont des dizaines chaque été à venir chercher le dépaysement total. Ça plaît beaucoup, surtout en ce moment qu'il fait très chaud dans la vallée. Ici, on a le bon air, on a des belles montagnes, puis on vient voir Chantal. Depuis 15 ans, Chantal mène paître les 80 têtes de son troupeau, ici, à plus de 2000 mètres.
La visite des touristes, pour elle, c'est un peu une parenthèse dans la solitude des alpages. On en a besoin, oui, de faire connaître ce qu'on vit, de faire connaître notre passion. En fait, les vacanciers ne se rendent pas compte de la vie en montagne, ce que ça peut être. La vie avec les animaux tous les jours, de juin à octobre. Alors, patiemment, Chantal explique son troupeau, le fromage de Beaufort, l'altitude, bref, son quotidien. Une fois le contact établi, les visiteurs se montrent plus hardis. Moi, je peux toujours la prévenir que ça arrive, tu la caresses déjà. Tu descends ta main tout doucement là. C'est l'heure de la traite. Chantal invite donc à passer de la théorie à la pratique. Pas évident, hein? Qu'est-ce qui est difficile? Eh ben, d'avoir un rythme et puis de faire sortir le lait. Attentifs, les visiteurs engrangent ainsi durant quelques heures des réserves d'authenticité. J'envoie des petits souvenirs d'enfance, quoi. Voilà. Je sais que dans ma jeunesse, j'avais des grands-parents qui avaient une petite ferme. Moi, ça me permet de faire un stage. Enfin, sur ma période de vacances, je m'imaginerais bien venir faire un stage un peu comme ça pour apprendre. On va s'en mettre sur le t-shirt. Sur la table, un goûter montagnard. Chez Chantal, la visite se termine toujours autour des produits de la ferme. Une dernière bouchée de souvenirs et il faudra repartir et rendre Chantal à la solitude de ces montagnes. Les organisateurs du festival de Saint-Céré dans le Lot ont choisi pour thème cette année le libertinage, avec une création des Noces de Figaro de Mozart qui partira en tournée dans une 50aine de villes de France. Stéphane Auman et Jean-François Chauvet. Les accords légers de Mozart flottent sur les murailles d'une forteresse médiévale. Cette année, le festival de Saint-Céré dans le Quercy fait assaut de séduction. Son thème, le libertinage. Les raffinements du jeu amoureux version XVIIIe siècle. Les Noces de Figaro à ciel ouvert. Le valet Figaro doit épouser Suzanne, mais la journée s'annonce mouvementée car son maître, le comte, a des vues sur la jolie promise. Le comte vient d'annuler le droit de cuissage sur les jeunes filles du château, mais enfin il aimerait quand même en profiter encore un petit peu et donc il veut absolument, entre guillemets, se faire Suzanne avant qu'elle se marie. À Saint-Céré, pas de star. Difficulté supplémentaire pour les jeunes chanteurs. Le spectacle unit l'opéra et le théâtre. Les grands airs écrits par Mozart pour les Noces de Figaro, mariés au dialogue de Beaumarchais pour sa pièce Le mariage de Figaro. Chant plus comédie. Regardez-moi ce morveux comme il est joli en fille. J'en suis jalouse, moi. Elle est folle. Le plus difficile, c'est de passer du chant au texte parlé, pour trouver la voix parlée du comédien. Et non pas faire la voix du chanteur qui parle, quoi. Le festival de Saint-Céré est un tremplin. Ces noces tourneront à la rentrée dans 50 villes de France. Les premiers spectateurs sont conquis. Comme c'est dans une langue étrangère, le théâtre apporte un plus pour la compréhension de l'ensemble. Je trouve ça génial, moi. Mais, parce que moi, j'aime bien les mélanges en général et que je m'intéresse aussi à l'art contemporain. Et c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Tu n'épouseras pas Figaro. Malgré le conte et après de nombreux rebondissements, Figaro épousera bien Suzanne. La pièce cache une idée révolutionnaire pour l'époque. Un valet aurait les mêmes droits qu'un noble. À Saint-Céré, artistes et spectateurs mêlés partagent un repas de noces à l'entracte, le plaisir de tous les sens, normal, pour une soirée libertine. Avant de refermer ce journal, nous voudrions vous dire que nous sommes tous un peu tristes à la rédaction de France 2. Yves Montsergent a choisi de nous quitter hier, il avait 63 ans. Son parcours a été celui de la télévision publique, entré à la RTF en 58. Il était devenu caméraman en 60, avec pour souci de trouver l'image la plus pure, la plus pertinente, la plus informative. Il avait collaboré à Saint-Colonne à la Une, côtoyé les plus grands de l'époque, les Barrères, les Groupes, Toulouse, Moujotte, féru de sport. Il avait réalisé les premières images du Tour de France, tourné les premières poursuites à moto, les premiers reportages sur les coulisses du Tour. On retrouve encore le nom d'Yves Montsergent dans les coulisses de l'exploit, aux côtés de Roger Coudert, de Robert Chapat, de Thierry Roland. Depuis 1978, Yves Montsergent était rédacteur en chef adjoint, il s'occupait du journal de 13h avec d'autres, et ce soir, son rire et sa présence nous manquent tous.
C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les principaux titres. Une nouvelle fois, la chaleur fait la une de l'actualité. La chaleur et la pollution à l'ozone. Une vingtaine de villes sont touchées alors qu'on ne sait plus très bien comment se rafraîchir. Et puis l'Union cycliste internationale qui s'entretient avec les coureurs à Lausanne. Comment lutter contre le dopage. Reste à Daniel Ball et à ses collègues à trouver des solutions. Voilà, demain à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Pierre Cesarini. Il est directeur de la sécurité solaire. Je ne savais pas que ça existait. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet. Dégradation orageuse en particulier sur les reliefs, je vous en parlais. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h et je vous souhaite une bonne soirée sur France 2.